Bonjour Michel Poulard, CSP. Hello, bonjour Michel, bonjour à toutes et tous. Bonjour les amours, c'est un plaisir de vous revoir. Plaisir très partagé, ça c'est clair. À chaque fois, c'est un véritable bonheur de te retrouver, de t'avoir en direct en notre compagnie. C'est déjà un grand privilège que l'on a. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et puis, comme un peu à notre habitude dans nos interviews, on aime bien, nous, démarrer en faisant nous-mêmes la bio de nos invités. Alors, tu seras bien sûr autorisé à compléter, à interagir, à corriger si jamais on a fait volontairement ou involontairement des petits pièges, des petites erreurs. Et donc, on démarre. J'aime quand on m'annonce qu'on va me piéger sur ma propre bio. C'est intéressant. C'est un concept intéressant. Des fois que ça passe, sait-on jamais. Vous êtes fort. Non, normalement, il n'y a pas de piège, mais voilà, c'est un petit jeu, ça nous permet de mieux connaître nos invités. Donc, on aime bien se prêter à ce jeu-là. Mais bien évidemment, tu pourras intervenir. Et sans plus tarder, eh bien, Michel Poulard, qui es-tu? Eh bien, on va vous dire ça en quelques lignes. D'abord, tu es l'aîné de 8 enfants. Et enfant, tu as fréquenté une école de type Freinet, ces écoles alternatives qui favorisent l'expression, la créativité. Et c'est là que tu développes très tôt ton esprit d'équipe. Tu poursuis ensuite tes études dans une école d'art où tu pratiques entre autres le dessin, une discipline pour laquelle tu montres de réelles prédispositions, je dirais même du talent. Au-delà de l'art, il y a aussi le théâtre. Adolescent, tu fais du théâtre. Et tu donnes déjà des discours publics où tu imposes naturellement ton pouvoir de conviction, ton enthousiasme. En fait, tu as un tempérament de leader dès le plus jeune âge et tu mènes facilement des équipes, que ce soit des équipes sportives, des équipes de scoutisme ou des clubs de jeunesse. Alors, derrière aussi cette casquette très jeune de leader, professionnellement, tu débutes aussi au sein de la rédaction d'un magazine belge que certains connaissent peut-être ou se souviennent, qui s'appelle Télé Moustique, à la RTBF également, télévision belge. Et ces expériences t'ont permis déjà très tôt de développer ton envie d'écrire, ton envie de faire de la vidéo. En 1989, bon, ça ne nous rajeunit pas, très certes, mais tu participes à cette période-là à un projet qui t'emmène pendant 24 mois au début aux Pays-Bas. Pays-Bas, l'occasion pour toi d'apprendre le néerlandais et l'anglais en showtime, en 6 mois, il a fallu faire très vite, notamment bien, pour aller diriger des petites équipes à des approches de prospection. Finalement, là, c'est ta première expérience d'une carrière derrière de 25 ans dans le commerce international. Et là, clac, un changement de vie qui intervient, puisque à l'image d'Anthony Robbins, tu décides de devenir un conférencier professionnel, un showman à l'américaine, et tu démarres en autodidacte. Tu donnes alors ta première conférence à Biarritz. Conférence que tu donnes à l'ancienne, c'est-à-dire que tu distribues les petites affichettes pour te faire connaître. Salcombe, et pourquoi? Parce que tu es aussi l'enfant du pays. Biarritz, c'est aussi tes sources, tes origines. Et là, du coup, génial. Ça y est, ma carrière est toute tracée. Je vais faire conférencier. Sa carrière. Oui, sa carrière. C'est vrai. La sa sienne, carrière. non. Une carrière, voilà, qui s'annonce et où déjà, sous la lumière, salle comble pour la première conférence. Alors ensuite, tu vas rencontrer Philippe Gabillet, inspirateur d'optimisme. Et cette rencontre, elle va marquer aussi un tournant dans ton parcours de conférencier professionnel. Le mot professionnel notamment. En 2006, tu vas donner des conférences, quand tu débutes, des conférences professionnelles en tant que spécialiste de l'optimisme. Tu es d'ailleurs ambassadeur de la Ligue des optimistes de France. Tu es également expert en management bienveillant et en audace et tu interviens en entreprise. Et parce que tu as ce souci du détail, de la performance, du professionnalisme, tu complètes en 2007 avec une formation dans l'European Coaching Center où tu vas obtenir ton master. Donc, au-delà du projet, au-delà d'une envie, toi, quand tu fais une chose, tu le fais à fond et tu te professionnalises et tu veux devenir, un expert,
un professionnel. Tu coaches les plus grands dirigeants, et même plusieurs politiciens, afin notamment de développer leur charisme par une prise de parole impactante. Conférencier professionnel reconnu à travers le monde et à travers les médias. Le Monde, Forbes, Challenge, TF1, Europe 1 et d'autres. Tu es également membre labellisé de l'AFCP, l'Association française des conférenciers professionnels. Tu es certifié FPCA par la Professional Speakers Association au Royaume-Uni. Et tout dernièrement, tu as reçu la plus haute distinction internationale, gage de la qualité exceptionnelle de tes prestations, puisque tu as le titre de CSP décerné par la National Speaker Association aux États-Unis. Alors, bravo monsieur, parce que pour ceux qui ne seraient peut-être pas au fait, CSP, c'est quelque chose quand même d'assez rare, d'exceptionnel. Vous n'êtes, par exemple, que 4 à détenir ce award en France. Ça représente finalement que 12% sur les 5000 conférenciers qui sont adhérents à la Speaker Association. Donc quelque chose, voilà, dont il faut se rendre compte que c'est la crème de la crème, quoi. Au-delà des certifications connues, habituelles, je dirais, tu détiens aussi la certification internationale Certified Virtual Presenter, qui est décernée aux conférenciers qui proposent des environnements d'événements virtuels. Et on a pu le voir, le constater pour toutes les personnes qui te suivent sur les réseaux. Tu es très actif sur les réseaux sociaux et tu nous as d'ailleurs proposé un programme tout au long du confinement, le Talk Show, qui était une émission, une e-mission même on pourrait dire, voilà, d'animation, de rencontres, d'échanges. Avec plus de 500 conférences à ton actif, dont 2 TEDx, eh bien, tu te démontres avec conviction qu'il est toujours possible de transformer le pire en opportunité. Ta marque de fabrique, l'humour et l'autodérision. Aujourd'hui, conférencier reconnu, tu mets ton expérience et ton expertise au service notamment des plus jeunes conférenciers débutants au sein de l'école de conférenciers professionnels fondée en 2018. Alors, une anecdote pour terminer, tu es dans 2 longs métrages, Les Gamins en 2013 et All Inclusive en 2019. Un parcours riche, un parcours inspirant, atypique, un parcours à ton image, tout en authenticité. Un parcours créateur. Alors, créateur, c'est une notion qu'on affectionne tout particulièrement et ça nous amène à notre première question. Qu'est-ce pour toi, Michel, qu'être créateur? Déjà, vous avez bossé. Attention, je ne suis pas un enfant du Pays Basque, je suis un enfant adoptif du Pays Basque. Je suis né en Belgique, donc je suis un enfant adopté et adoptif du Pays Basque. C'était mon piège, on va dire ça. Voilà. Donc, je l'ai trouvé. Et effectivement, j'ai dû faire mes preuves. Et comme j'ai été très, très actif dans le monde associatif, très vite, je me suis fait des amis ici. Voilà. Et donc, créateur, j'adore et je trouve ça génial. Je trouve ça brillant, ce que vous avez créé comme acronyme, néologisme. Je trouve ça excellent parce qu'effectivement, c'est bien l'une de mes philosophies de vie. Sans action, il ne se passe rien. Voilà. Et créateur, pour moi, ça résonne. Alors, je l'interprète comme moi je le ressens. Hein. C'est nous sommes autonomes dans nos prises de décision et en fait, nous avons notre vie en main et c'est nous qui décidons quoi qu'il arrive. Et quand je dis quoi qu'il arrive, on peut, et tout le monde a des impondérables, des imprévus dans leur vie, des épreuves, que ce soit des épreuves externes ou internes, ou des choix qu'on a fait, des choix malheureux qui finissent mal. Quoi qu'il arrive, on a toujours la main sur une chose. Même si on n'a pas la main sur ce qui nous arrive, on a la main sur une chose, c'est ce qu'on va faire avec ce qui nous arrive. Et pour moi, la notion de créateur est très, très puissante, et c'est pour ça que je la trouve vraiment brillante. C'est que tu es le créateur de ta propre vie, et tu es l'acteur de ta propre vie, et non pas le spectateur. Et ça rejoint complètement ma philosophie de vie. Et c'est exactement ce que j'essaye de partager dans mes conférences, en tout cas dans mes conférences, dans mes vidéos, et puis même dans l'éducation de mon fils.
Quelle transition, Michel, mais quelle transition! On allait venir justement sur cette question, parce que autant tu as su rester un grand enfant, autant tu es aussi l'heureux papa d'un petit garçon qui a 2 ans maintenant, c'est ça? Oui, absolument. Et alors, tu disais, être créateur, c'est une philosophie de vie que tu veux inculquer à ce petit Louis, on peut donner son prénom. Et moi, j'ai une vraie question. Comment est-ce qu'on peut à la fois être conférencier international, reconnu, diriger une école de conférenciers, métier de conférencier qui nécessite des déplacements, qui nécessite, oui, c'est un travail quand même très prenant, et notamment surtout en ce moment, on va dire, recréer l'activité, retrouver des contrats, aller chercher des contrats, ces nouvelles distinctions de CSP, et puis à côté de ça, un enfant de 2 ans, le rythme d'un enfant de 2 ans, comment est-ce que tu fais pour assurer tout ça, pour assurer l'équilibre dans tout ça? Moi, ça me paraît insurmontable. En fait, la réponse est assez, entre guillemets, simple, parce que je la vis, hein. Je fais la différence entre qualité et quantité. C'est-à-dire qu'on peut passer du temps à faire les choses, mais quelle est la qualité du temps quelle est la qualité du temps que tu utilises? Imagine un instant, en 2018, c'est la première fois que j'ai fait 100 conférences. Faire 100 conférences, surtout si tu n'habites pas à Paris. Si tu habites à Paris, c'est plus simple, tu es sur place, beaucoup de conférences se font à Paris, mais même si elles se font aux 4 coins de France. Mais quand tu fais 100 conférences, il y a à peu près le même nombre de jours de déplacement. Donc, ça te fait 200 jours de déplacement. Parce qu'en général, ta conférence arrive parfois la veille, ou parfois tu pars le lendemain. Parfois, la même journée, tu as 2 conférences, une le matin, une le soir. Ça arrive parfois. Et donc, c'est la course, c'est le chrono. Et je comprends pas comment j'arrive à être rond parce que je cours littéralement entre 2 trains. Donc, je sais pas d'où vient, mais bon, je suis un bon vivant aussi, je l'assume. Comment je fais? C'est la qualité que j'offre à ma vie privée et à mon fils. C'est-à-dire que d'un autre côté, autant je suis parti 200 jours par an, il m'en reste encore 100 derrière. Hein, le calcul n'est pas exactement comme ça, hein, mais c'est juste pour faire comprendre le principe. Oui, bien sûr. C'est pas aussi noir-blanc que ça, mais c'est dans l'idée. Et dans l'idée, c'est quand je suis chez moi et quand je suis avec mon fils, je suis avec mon fils. C'est-à-dire que je sais très bien déconnecter et m'occuper de lui, être avec lui, jouer avec lui, m'asseoir à côté de lui. Et quand il me demande de venir avec lui, je suis avec lui. Et ce sont des moments de qualité. Et donc, les dimanches, et ça c'est quelque chose que je fais depuis maintenant de nombreuses années, parce que le piège qu'on a quand on est entrepreneur, et ça c'est vraiment un piège, on aime ce qu'on fait, on vit sa passion. Le piège de vivre sa passion, c'est qu'on se fait happer par cette passion, et on peut même, et je pourrais peut-être même vous donner une anecdote avec ça aussi, on pourrait même risquer le burn-out alors qu'on fait quelque chose qu'on aime profondément. Mais un burn-out physique, et ça c'est vraiment un avertissement. C'est que quand tu vis ton rêve, tu es dans une euphorie totale. Parce que ce qu'il y a, c'est que ton rêve, quand tu le vis, il est souvent beaucoup plus beau que tu n'as imaginé. Et il y a beaucoup plus de conséquences dont tu n'as jamais imaginé de ce rêve. Donc, il y a un cercle vertueux qui se met en place, c'est que c'est génial, tu donnes, tu comptes pas, tu fais des journées de 12-14 heures par jour, sans t'en rendre compte, tu vois pas le temps passer, sauf qu'à un moment donné, ton corps, il te dit merde, voilà. Mais on en parlera après, si vous voulez. Donc, c'est la qualité du temps. Les week-ends, je les prends, les dimanches, je les prends. Il m'arrive parfois, par exemple, de passer un dimanche entier dans mon lit. Mais quand je suis dans mon lit, je regarde une série, je me fais plaisir, voilà, je prends mon petit déjeuner au lit, il y a mon fils à côté de moi. Je m'autorise ce genre de choses-là. Et ça, c'est super, super important. Donc, même en étant absent, je fais la différence avec ma présence. Quand je suis présent, je le suis réellement, en fait. Ça fait la différence. D'accord. Ouais, mais c'est vraiment important, ça, parce que on imagine que forcément, il y a une discipline derrière. Est-ce que tu as des trucs, des astuces pour anticiper, planifier? Je dis, avoir cette présence d'esprit que quand je suis en train de faire quelque chose, quelle qu'elle soit, il faut que je sois dans la qualité plus que dans la quantité. C'est une super théorie que moi, j'entends, que j'essaie de mettre en application. Mais toi, concrètement, comment tu fais? Est-ce que tu as des astuces, des trucs, des anecdotes peut-être, effectivement, des erreurs commises par le passé qui font qu'aujourd'hui, au-delà du beau discours, c'est une vraie réalité pour toi? Des erreurs,
Ouais, t'en citais plein, hein, des erreurs, des conneries, j'en ai faites. Mais de toute façon, c'est une équation très logique. Ton succès est proportionnel aux erreurs que tu as faites. Plus le succès est élevé, ce succès est proportionnel à toutes les conneries et toutes les mauvaises décisions que tu as prises. Tu ne peux pas avoir du succès sans avoir pris une flopée de mauvaises décisions. Donc, des conneries, j'en ai faites, d'accord? Et puis, parfois, pas que des conneries. Parfois, ce sont des choix et qui ne fonctionnent pas, mais voilà, c'est intéressant. Alors, concrètement, c'est simple. Enfin, c'est simple. Oui, quand tu voyages beaucoup, il y a beaucoup de gens qui disent, mais comment tu fais, par exemple, pour être tout le temps sur les réseaux sociaux avec tout ce que tu fais? C'est pas compliqué, en fait. Quand je vais dans une conférence, si je vais à Paris, déjà en allant à Paris, je suis 4 heures dans le train. C'est 4 heures de travail. Quand je reviens, c'est de nouveau 4 heures de travail. Quand je prends un avion et que je suis dans une salle d'attente, dans la salle d'attente, j'ouvre mon ordinateur, je travaille. Et en fait, tout en me déplaçant, pour moi, les aéroports et les gares sont des lieux de travail. Donc, je travaille autant dans les trains. Dans l'avion, c'est plutôt compliqué. Enfin, sauf quand je voyage hors Europe et que je voyage en business class, j'ai plus de place. Mais en général, dans les vols nationaux, il n'y a pas de place dans les avions. Je travaille pas dans l'avion, voilà. Mais donc, je travaille pendant que je voyage. Donc, ça, c'est l'avantage. Autant quand j'étais commercial, je faisais tout en voiture. Autant maintenant, j'ai pris plaisir à prendre le train. Et beaucoup plus, parce que maintenant que j'ai le TGV à Biarritz, parce qu'avant, le TGV, il venait jusqu'à Biarritz, mais il roulait lentement. Mais je prends beaucoup de plaisir à prendre le train parce que je peux travailler pendant que je voyage. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a une forme de routine, d'habitude. Et quand tu as l'habitude de faire quelque chose, tu le fais très vite. Et ça aussi, c'est un des secrets de Michel Poulart, c'est que je travaille très vite. J'ai pas besoin. Donc, déjà, j'ai un esprit très rapide. Mais je pense que je travaille plus vite que certains et j'ai une capacité, ne me demande pas d'où ça vient, mais j'ai une capacité surréaliste de pouvoir faire 4 choses à la fois. Donc ça, j'ai conscience que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc je peux très bien parler avec vous et en même temps faire autre chose et vous ne l'avez même pas vu en fait. Donc pour ceux qui en doutaient encore, Michel Poulart. En fait, pendant que je vous parle, je viens d'envoyer un message, mais vous ne l'avez pas vu. Voilà, donc l'extraterrestre Michel Poulart est avec nous. On a percé le secret de Poulart. Je pense qu'il y a effectivement, je vais pas jouer le mysticisme ou quoi que ce soit. C'est qu'effectivement, j'ai conscience que j'ai une capacité que tout le monde n'a pas, c'est de pouvoir faire effectivement plusieurs choses en même temps. Et l'habitude fait que je fais les choses très vite. Quand je crée par exemple une bannière pour ma chaîne YouTube, pour une vidéo, cette bannière, je te la fais en 5 minutes. J'ai pas besoin de 3 heures pour la faire, tu vois. Voilà, je pense que c'est la gestion de l'outil, la rapidité à laquelle je pense, je visualise. Tu l'as dit dans ton résumé, j'ai travaillé dans un journal, j'ai travaillé à la télévision, j'ai travaillé dans de la publicité, donc forcément il y a des choses. J'ai travaillé j'ai étudié dans une école d'art, donc j'ai un œil artistique qui me permet de faire de la composition plus vite que certains. Tout ça fait qu'aujourd'hui j'ai acquis, ce sont des acquis en fait. Quand c'est un acquis, tu fais vite. Quand tu appelles ton plombier, il t'installe le siphon plus vite que toi. Toi, tu es en train de jurer, tu es en train de pester, et pendant que toi, tu es en train de pester et de démonter ton siphon, lui, il a déjà remonté. C'est le même principe, en fait. C'est que j'ai énormément d'automatisme, et donc je fais les choses très, très vite. Donc là, tu es en train de nous dire que tu ne délègues pas, même parce qu'on l'a dit, hein, tu es à la fois conférencier traditionnel sur scène, mais aussi en ligne. Ouais. Tu développes énormément de vidéos, il y a beaucoup de contenu. Moi, j'invite les gens à s'inscrire à ta chaîne YouTube parce qu'il y a énormément de contenu. Tu fais tout. Tu montes tes vidéos, tu les diffuses, tu fais les bannières, tu fais tout. Est-ce qu'il y a un autre secret derrière Michel Poulart avec une ribambelle peut-être de petits bras, petites mains des qui petits extraterrestres, des bonhommes verts qui te… Alors, j'aimerais. Mais effectivement, de tout ce que je produis hors école de conférencier, tout ce que je produis en termes de conférencier et de ma propre image, je suis autonome et c'est moi qui fais tout. Alors, c'est pas faute d'avoir essayé. Le problème avec les extraterrestres, c'est qu'il faut travailler avec des terriens. Non, mais c'est une réalité. Et que, comme j'ai moi-même l'habitude d'aller très vite, je ne supporte pas les gens qui prennent 10 fois plus de temps que moi. Et en fait, le temps que je les regarde, je l'ai déjà fait. Donc, autant j'adore travailler en équipe, autant, alors, c'est pas faute d'avoir essayé, et j'ai déjà embauché plusieurs fois des assistantes. Je crois que comment dire, je les frustre. Voilà, je les frustre. Petite anecdote pour donner juste
parce que c'est un truc que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps et c'est mon comptable qui me l'a fait réaliser. C'est un truc inattendu. C'est même pas un coach, c'est mon comptable. Le jour où j'ai dit à mon comptable que, d'ailleurs c'est mon comptable qui m'a dit, écoutez M. Poulart, il faut maintenant déléguer. Ah, ok, je l'entends. Déléguer, mais quoi? Non mais M. Poulart, c'est pas possible. Vous avez vu le chiffre d'affaires que vous faites? Il a dit, je n'ai aucun client, aucun solopreneur qui fait autant de chiffre d'affaires tout seul. D'accord, ok, j'entends. Mais à un moment donné, il faut aussi investir dans l'humain. Il faut aussi vous embaucher. Vous avez, et puis même fiscalement, c'est intéressant quand vous gagnez autant d'argent. Fiscalement, embaucher, vous créez de l'emploi. Et puis même fiscalement, c'est intéressant. Donc il fait tout un discours. Il dit, ok, allez, on y va. Et donc je me lance dans l'aventure donc d'employeur. Et il me dit bon, maintenant je vais vous demander d'écrire une fiche de poste. Et pour commencer, écrivez-moi tout ce que vous faites. Et donc, je lui dis, en fait, tu sais, tu rentres dans ton automatisme, tu réfléchis jamais à ça. Tu fais, et en fait, lui, alors que ce n'est pas un coach, il m'a obligé à m'arrêter et à prendre conscience de tout ce que je faisais dans une journée, mais même qui sont des automatismes dont tu ne te rends pas compte, en fait. Quand, par exemple, publier, donc, il m'a dit, arrêtez-vous et notez sur une feuille de papier tout ce que vous faites. J'ai écrit 2 côtés sur un A4 de choses que je fais dans mon activité professionnelle. Donc déjà, moi, quand je vois ça, je me dis, merde, je ne me suis pas rendu compte de la quantité de travail que je dégage. Et je retourne chez lui et je lui donne ma feuille. Et donc, il devient livide. Et puis, il est la feuille et je lui dis, mais attendez, il y en a encore derrière. Il fait quoi? Il se met la main dans les cheveux. Il fait quoi? Vous faites tout ça? Je dis, ben oui. Ah non, mais vous allez faire fuir les candidats, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas leur demander de faire ça, c'est pas possible. Et il fait, mais vous dormez? Je joue très peu, parce que ça aussi, c'est un autre avantage, c'est que j'ai un sommeil très réparateur. Moi, je suis plutôt du soir et je suis très créatif le soir, et je me couche régulièrement à des 1 et 2 heures du matin. Et donc ça aussi, c'est physiologique. Je dors très tard et je dors assez profondément. Et donc, j'ai dû sélectionner dans la liste, ouais, il m'a dit sélectionner juste 10 trucs parce que là, vous allez tous faire tout le monde. Voilà. Donc, oui, j'ai essayé, ça n'a à chaque fois pas marché. Je crois que c'est moi qui n'y arrive pas, honnêtement, sincèrement. Et puis, par exemple, la vidéo, on pourrait me dire, tu peux déléguer. Pour mes vlogs, tu peux déléguer. Alors, j'ai essayé de déléguer à un vidéaste que je connais très bien. D'ailleurs, c'est mon vidéaste à moi qui fait mes images. Autant je délègue des images, par exemple, pour l'école de conférencier, c'est mon vidéaste qui fait les images et le montage, il n'y a pas de souci. Mais quand on parle des vlogs qui sont sur ma chaîne YouTube, les images et le vécu est tellement personnel que tu ne peux pas déléguer ça. Parce que j'en fais un vlog, c'est une histoire que tu reconstitues, c'est du storytelling que tu reconstitues, combiné avec une émotion que tu as vécue sur le moment, et c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer à quelqu'un d'autre pour toi. C'est vrai. Donc, c'est moi qui fais le montage. Après, j'avoue devant je suis accusé, c'est que j'aime ça aussi, ça me détend de faire du montage vidéo, j'aime ça. C'est ma petite récré, ça m'amuse, j'aime beaucoup ça. C'est toujours lié à l'image. Voilà, donc je délègue très peu. Là où j'ai appris à déléguer, c'est à l'école de conférencier professionnel. Parce que là, il faut se rendre à une évidence, c'est que tu ne peux pas faire tout seul. Et donc, je me suis entouré d'une équipe pédagogique et j'ai trouvé des gens absolument fabuleux, absolument extraordinaires, avec qui on partage les mêmes valeurs, une même vision. Et ça, c'est extrêmement rare. Donc, ça vaut tout l'or du monde. Donc, j'ai une équipe pédagogique de dingue, de gens qui ont compris mon mode de fonctionnement, qui respectent mon mode de fonctionnement. Et ça, c'est sensationnel. Qui ont compris mes attentes, ma pédagogie, qui ont intégré ma pédagogie. Et ça, c'est fabuleux, c'est un vrai cadeau de la vie, qui travaillent comme si c'était leur propre entreprise. Et ça, c'est génial. Donc, je leur fais une confiance aveugle, je leur donne aussi carte blanche. Je suis plutôt du genre à donner carte blanche aux gens. Et quand je vois que ça foire, là, j'ajuste. Mais je suis plutôt du genre à rendre les gens autonomes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Donc oui, à l'école de conférencier, je délègue et ça fonctionne assez bien parce que j'ai une équipe de gens matures qui connaissent le métier, qui ont un esprit professionnel et en qui j'ai confiance. Mais sinon, tout ce qui est côté conférencier, et en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que c'est tellement personnel que il y a des choses que je peux difficilement déléguer, quoi.
Voilà. C'est vrai que c'est important. On a parlé de tes caractéristiques. Hein. Il y a l'humour, il y a l'autodérision, mais il y a aussi l'authenticité. Parce que même dans tes conférences, tes histoires sont toujours très vraies. Ça, c'est vraiment ta marque de fabrique. Absolument. D'ailleurs, elles sont tellement incroyables que j'ai souvent eu des gens qui sont venus me trouver en fin de conférence pour me dire « Bon allez, c'était chouette conférence, mais avouez vos histoires. Elles sont pas vraies quand même. » Et là, je leur fais « Ben si, justement. Elles sont. C'est ça l'objectif, c'est qu'elles soient vraies, mes histoires. » Et non, mais enfin, c'est pas possible, mais vous faites des trucs de dingue. Je dis « Ben oui. » Et en fait, ça m'a donné une idée. C'est qu'aujourd'hui, quand je commence mes conférences, je la commence en disant « Mesdames et messieurs, bonjour, avertissement, que vous allez entendre, tout ce que vous allez entendre est vrai. » Et je commence ma conférence comme ça. Et donc, directement, les gens, en même temps, ça a un effet d'attention. C'est que, ah bon, donc ça va être quoi? Et le fait de commencer comme ça, depuis ce jour-là, on ne me pose plus la question, en fait. Et alors, justement, Michel, tu parlais de l'histoire. Moi, il y a une question un peu qui bouillonne au fond de moi. Qu'est-ce qui fait que on passe de commercial, d'une carrière de commercial qui fonctionne très très bien, à presque du jour au lendemain, même si on en a senti que très très jeune, tu avais en toi ce côté être au centre de la scène, leader, etc., mais de basculer sur conférencier. Et conférencier professionnel, c'est-à-dire voilà, avec cet objectif très tôt de se dire je vais me former et puis je vais viser à faire partie des meilleurs, ce que tu es aujourd'hui. Alors, je vais briser un mythe. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ah mince. Allez, au revoir. Non, je brise un mythe parce que des gens pensent, et c'est ça l'erreur en fait. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est de regarder le succès des autres et penser que ça s'est fait facilement. C'est la pire des erreurs qu'on puisse faire. C'est que le succès des gens est souvent le fruit d'énormes souffrances et de beaucoup de patience et de beaucoup de doutes et de beaucoup de remises en question et de beaucoup de ressouffrances. Donc non, ça ne s'est certainement pas fait du jour au lendemain, au même titre que la réflexion non plus. Je me suis pas levé un matin commercial et un autre matin me dire « Oh, aujourd'hui, je me ferais bien conférencier. » Non, c'est un process. C'est venu progressivement. Et en fait, tout a commencé par un ras-le-bol, comme pour beaucoup de gens, en fait. Un changement de vie commence souvent par un ras-le-bol, un trop-plein, une lassitude. Parce qu'il n'y avait pas que du ras-le-bol, il y a aussi une lassitude. Vous l'avez compris, quand je suis quelqu'un qui aime, j'aime le dynamique, j'aime la dynamisme, je déteste la routine, même si je l'apprécie en temps voulu, j'aime la routine en temps voulu. Attention, qu'on ne me comprenne pas mal, la routine est excellente. Je peux très bien avoir une super routine de m'installer dans le canapé, regarder un Netflix, ça me va très bien. Une routine, c'est d'être le dimanche dans mon lit et de faire ma grasse mat, et je me l'autorise. Mais ce que je n'aime pas, c'est m'ennuyer, ne plus avoir de défis. Et professionnellement, j'étais arrivé à un niveau où je n'avais plus de défis, en fait. J'avais remporté tout ce qu'il y avait à remporter. Tu sais, quand tu es plusieurs années d'affilée le meilleur commercial d'une entreprise de 300 personnes, le défi, c'est compliqué parce que ce qui fait le défi, c'est que tu mets la bourre avec quelqu'un d'autre qui essaye de te prendre ta place. Et tu sais, quand tu fais 15 millions de chiffre d'affaires, 17 millions, ma meilleure année, j'ai fait 17 millions de chiffre d'affaires, et que le deuxième commercial juste après toi fait 10 millions de moins que toi, il y a un gap de 10 millions d'euros entre le premier et le deuxième. Tu peux y aller avant de me rattraper. Et ensuite, j'étais donc devenu cadre, et la personne qui était juste au-dessus de moi, c'était le PDG qui avait mon âge, donc je n'allais pas devenir PDG non plus. Donc, à un moment donné, je me suis ennuyé parce que je connaissais le métier par cœur, j'apprenais plus rien, et moi, je me nourris de l'apprentissage, je suis quelqu'un de curieux, donc si ma curiosité ne peut plus être alimentée, je m'ennuie. Donc, je savais tout sur les produits, je les connaissais par cœur et mieux que quiconque, je connaissais le marché mieux que quiconque, je connaissais les concurrents, les fournisseurs, je connaissais même le marché sur tous les pays du monde. Quand on allait au salon, c'était toujours les mêmes têtes que tu voyais, c'était toujours les mêmes concurrents, c'était toujours les mêmes clients. Et à un moment donné, je me dis, je me fais chier, quoi. Autant j'aime ce que je faisais. Et de cette lassitude, je me suis dit, punaise, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai vraiment essayé de réinventer mon métier, de voir comment je pouvais continuer, parce que ce qu'il faut dire aussi, il y a aussi une vraie réalité. Quand on est salarié et qu'on veut devenir entrepreneur, c'est sympa, ça fait rêver beaucoup de gens. Mais quand on est salarié et quand on a un haut niveau, voire même un très haut niveau de salaire,
c'est vrai que ça freine un peu parce qu'il y a aussi une autre réalité, c'est que tu as aussi forcément un train de vie qui correspond également à ton salaire. Ça, c'est une réalité aussi, bien entendu. Mais quand tu as un 13e, 14e mois, un bonus de fin d'année et déjà avec un salaire qui est assez important, il y a cette réalité qui te ramène très très vite sur terre en te disant si je crée mon entreprise pour gagner autant, il va falloir mettre les bouchées doubles. Donc tu deviens un petit peu l'esclave, le prisonnier de ton salaire, et ça peut vite devenir un argument qui t'empêche de réaliser ce que tu as envie de réaliser. Donc, c'est là où ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Premièrement, la décision ne s'est pas prise du jour au lendemain. C'est, tu prends conscience que ce que tu fais ne te plaît plus, ne te satisfait plus. Moi, j'ai besoin d'être passionné. Si je ne suis plus passionné, je m'ennuie. Si je m'ennuie, je ne me vois pas faire ça encore pendant 20 ans. Pour moi, c'est pas possible. C'est tout simplement impossible. Mon emploi ne me proposait pas de choses qui permettaient de me challenger. Donc, j'avais une autre voie, c'était, OK, tu fais une liste, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu ne veux pas. Ce qu'il faut dire aussi en entre-temps, c'est que je ne connaissais pas le monde du développement personnel. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais jamais entendu parler de coaching, ça c'était pour moi un univers totalement inconnu. Donc, je me suis fait un auto-coaching sans savoir que je le faisais, c'est-à-dire que j'ai réellement pris une feuille de papier, j'ai tracé une colonne, c'est qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je ne veux plus faire, j'ai retourné la feuille et c'est qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je ne sais pas encore faire. Et j'ai découvert plus tard que c'était aussi une technique de coaching, mais je ne savais pas. Donc j'ai mis sur place tout ce que je ne voulais plus faire, tout ce que je savais faire, et très vite, en est ressorti que ce qui est certain, et c'est ce qui a fait que j'aimais mon métier de commercial, c'était pas tant la vente qui me passionnait, c'était l'homme derrière la vente qui me passionnait. Ce que j'aimais, c'était la relation avec le client. J'adorais entretenir une relation client. Je faisais partie de ces, non pas des rares, de seuls qui considéraient dans mon entreprise que tu pouvais devenir ami avec un client. Parce que moi, j'avais un patron qui me dit on ne devient pas ami avec ses clients. Et moi, je dis mais tu rigoles, c'est une richesse d'être ami avec ton client. Il va être fidèle par-dessus tout, c'est génial. Voilà, j'étais vraiment un extraterrestre aussi au travail. Hein. Donc, pour précurseur dans l'état d'esprit justement du marketing, du commercial qu'on connaît un peu mieux et qu'on pratique un peu plus aujourd'hui. Ouais. Absolument. Mais disons que moi, le client était toujours central. C'était le client, la relation. Si la relation est bonne, le client te fait confiance. S'il te fait confiance, il va t'acheter. Et même si tu es un peu plus cher que la concurrence, parce que tu es sympa et qu'on te fait confiance, on l'achète quand même. Tu as tout à gagner, mince, quoi. Pourtant, pour moi, c'était évident. Mais bon, bref, ça n'est pas pour tout le monde. Donc, ce qui était évident pour moi, ce qui sortait en exergue, c'est moi, ce qui me passionne, c'est l'humain. Et après, bien entendu, ça faisait écho à toute ma vie. Depuis que je suis jeune, à l'école, j'ai toujours été le bout en train, j'ai toujours été le leader, j'ai toujours été président de classe, chef scout et tout ce que tu disais tout à l'heure. Et c'est vrai que ce qui me plaisait, c'était effectivement… Alors, il faut avouer aussi, hein, j'aimais être au centre de l'attention, ça je l'admets, d'accord ? J'aime toujours. Je l'admets. Non, mais tu vois, je l'admets. Mais je pense qu'il faut se l'admettre. Il faut se l'admettre pour pouvoir assumer ce que tu es, pour pouvoir briller sur scène. Tu ne peux pas briller sur scène si tu n'admets pas cette petite part d'ego, parce que c'est un bon ego à partir du moment où c'est maîtrisé. Donc, l'humain. OK, mais avec ça, je me dis, mais je fais quoi avec ça? Et donc, je vais sur Internet et j'avais aussi un deuxième point, c'est l'humain. J'aime faire du théâtre. Donc, le théâtre. Donc, j'aime amuser les autres. J'aime faire rire les autres. Donc, ça, toutes ces choses-là étaient toujours liées à faire rire. Je sais que je suis quelqu'un d'influent. C'est-à-dire que ce qui a fait aussi la force de tous mes managements, c'est que j'ai un pouvoir de conviction extrêmement fort et mon enthousiasme se communique aux autres. Donc, je me suis dit, OK, comment je peux articuler quelque chose autour de tout ce que je sais bien faire et tout ce que j'ai envie de faire. Et en cherchant, je tombe par le plus grand des hasards sur une vidéo d'Anthony Robbins que je ne connaissais pas. Et là, je regarde le truc, mais je suis sidéré. Je suis hypnotisé. Mais punaise, mais c'est quoi ce génie? Il était en train de mettre des mots sur des choses que je vivais toute ma vie sans savoir ce que c'était. Et je me dis, mais le mec, il m'explique dans sa conf comment je suis en fait. Et puis, l'énergie, et puis moi, j'adore
Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai grandi aussi dans un environnement américain, parce que chez nous, à la maison, on était membres d'une religion américaine. Donc, nous, on vivait des services religieux le dimanche à l'américaine. Donc, toute ma vie, j'ai entendu l'anglais, j'ai vu des Américains, j'ai vu des pasteurs américains. Donc, ça a aussi un impact sur ma façon de faire des conférences. Forcément, toute ma vie, j'ai vu des Américains parler. Je peux pas dire que ça n'a pas d'impact sur moi. Mais en voyant Anthony Robbins, je retrouve ce goût de l'américain parce que j'aime ça. Je dis, en regardant ça, je pointe mon écran du doigt et je le dis à voix haute, ça, c'est ça que je veux faire. C'est ça. Et non seulement je veux le faire, mais je me sentais capable de le faire. Donc au début, je me sens Anthony Robbins. Voilà, tu vois. Et donc c'est comme ça. Et donc de là, de fil en aiguille, je découvre donc ses ouvrages, ses livres, je découvre la PNL, le développement personnel. Et moi qui aime, et tu l'as dit dans ton introduction, je te remercie, je suis passionné, mais je fais aussi les choses sérieusement et j'aime les choses bien faites. Pour moi, il était important aussi de suivre une formation pour ne pas être un imposteur, pour au moins avoir un background, une base, tu vois. Pour moi, c'était super important. Et le premier réflexe que j'ai, parce qu'on revient, bien entendu, à maintenant, il y a 14-15 ans de ça. Il y a 14-15 ans, le coaching n'était qu'émergent en France. D'accord ? Donc, je vais dans une université et je me renseigne pour faire suivre une formation de psychologue. Je me dis, bon, ben, psychologue. Alors, je découvre qu'il y a quand même 6 ans d'études. Alors, j'ai mes yeux qui... Mais dans mon attitude, ça ne m'aurait pas dérangé. J'étais prêt à donner 6 ans pour devenir psychologue. Ah oui, j'étais vraiment prêt à le faire. Sauf que, dans la balance, je me suis dit, est-ce que je peux encore bosser pour cette boîte pendant 6 ans? Tu vois, parce qu'en fait, c'était, si je quitte cette boîte, c'est parce que je ne m'y épanouis plus. Et donc, je me suis remis en face à une autre réalité. Est-ce que je peux supporter ça? Parce que pour moi, il était hors de question de quitter mon job. Donc, si j'allais suivre ce master, c'était en cours du soir avec des adultes, pas en journée. Je veux dire, je peux pas non plus du jour au lendemain ne plus avoir de revenus. Donc, pour moi, il était évident de garder mon job. Et pour moi, c'était clair que je pouvais plus faire ça pendant 6 ans. C'était pas possible. Et donc, je me frustre et en cherchant, je tombe sur le coaching et je vois qu'il y a des formations d'1 an dans lesquelles tu peux déjà avoir des outils qui te permettent d'avancer. Et c'est ce que j'ai fait donc à European Coaching Center. C'est là où j'ai eu mon master et je faisais partie de ces rares élèves. Vous savez, quand vous allez en formation, il y a toujours les gens qui viennent par défaut parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire ou qui ne savent pas et qui se cherchent. Et il y en a qui savent exactement pourquoi ils sont là. Moi, je faisais partie des rares qui savaient pourquoi j'étais là. C'est que j'allais être conférencier. Je le savais. Mais je viens juste pour avoir des acquis, mais je vais devenir conférencier. Donc, je fais mon master tout en restant salarié. En fait, le truc, c'est que j'ai construit mon rêve tout en restant salarié. Parce que j'ai travaillé à distance. Je travaille pour un employeur néerlandais, donc en Hollande. Et moi, le télétravail, je le faisais déjà il y a 20 ans. J'étais déjà en télétravail il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'étais déjà télétravailleur. Donc, moi, ça me fait rire que les gens se sont mis à bouger. J'ai fait ça il y a 20 ans, moi, tu vois. Et donc, j'avais aussi pour privilège, et ça aussi c'est le privilège quand tu es un très bon commercial, d'avoir un patron qui te fait confiance et qui ne fait qu'une chose, c'est regarder les résultats. Et après, il s'en fout de ton emploi du temps. Donc, je faisais mon travail très sérieusement. Ça, j'ai toujours été très, très honnête par rapport à ça. Mais tout mon temps libre passait à me former, à transformer cela. Et j'ai commencé comme ça, en fait. Ce qui a fait la transition, et c'est une transition qui a duré 2 ans quand même. Ça a duré 2 ans avant de pouvoir me dire que je quitte mon job, avant de pouvoir vivre de ce métier-là. Donc, ça ne s'est effectivement pas fait du jour au lendemain. Et d'ailleurs, c'est ce que je conseillerais à tout le monde qui est salarié, c'est commencer à construire votre entreprise tout en restant salarié et faites des choix. Parce que beaucoup me disent, oui, mais j'ai pas le temps, je travaille. Tu travailles que 8 heures par jour. Tu fais quoi? Des autres heures. Alors, tu fais un choix. C'est au lieu de rester pavané devant la télé pendant 4 heures, eh bien, ces 4 heures, tu les donnes à construire ton rêve. Et c'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. Je n'ai pas regardé la télé pendant 2 ans. Je ne faisais que produire du contenu, construire mon rêve pendant 2 ans jusqu'au jour où ça, effectivement, du jour au lendemain, ça commence à payer, ça explose. Voilà. Donc, c'est une longue histoire, mais tout ça pour dire que c'est pas une réponse d'instantanéité.
c'est une réponse sur la temporalité. Ça a pris du temps, ça a pris de la réflexion. Ça s'est fait parfois même dans la douleur et de le doute, bien entendu, parce que tu imagines bien que je vous ai passé des détails. Mais grosso modo, c'est une décision qui s'est prise du jour au lendemain, mais sur 2 ans. Persévérance, patience, travail, décision et effectivement, voilà, à un moment donné, faire des choix. Mais ouais, je trouve que ça, ce sont des clés qui, quand même, que toi, tu dis naturellement, spontanément, facilement, mais qui sont impactantes et inspirantes pour beaucoup de personnes qui sont en situation, on a des témoignages qui nous disent, moi, aujourd'hui, je suis en train de vivre une vie qui ne me correspond plus, qui ne sont plus alignées avec mes valeurs, ou je ressens qu'il y a un vrai écart entre ce que je vis et ce que j'ai envie de vivre. Et donc, je sais ce que je ne veux plus. Je commence à dessiner ce que je veux et qu'ils arrêtent là. Parce que soit ils n'ont pas les clés, soit ils ne savent pas comment faire, soit il y a plein d'autres croyances limitantes, etc. Et donc, ce que tu partages là, je trouve, est très inspirant et avec des clés fondamentales sur il n'est pas question de tout plaquer du jour au lendemain. Ça peut se faire, ça va demander du temps, quoi qu'il arrive, de toute manière, mais ça peut se faire de manière sereine et en sécurité, entre guillemets. Exactement. Je vais rebondir et vous faire une punchline que j'improvise. Si tu es créateur de ton rêve, tu le réalises, sinon ça reste du fantasme. Yes. Tout à fait. Bien vu, merci. Nous, on fait un peu cette distinction, si tu veux, entre rêve et projet ou objectif. Si tu veux réaliser ton projet, fais un rêve, fais de ton rêve un projet à partir du moment où tu deviens créateur. Sinon, ça reste effectivement que, alors toi tu dis un fantasme. Mais j'aime bien l'idée du fantasme, parce que le rêve, c'est une chose qui ne se réalise pas en fait. Et donc, et souvent quand les gens me racontent leur rêve, je leur dis mais qu'est-ce que tu as fait? Ben rien. Ben alors ça reste un fantasme. C'est pas un rêve. Oui, donc il y a déjà une différence entre le fantasme, le rêve et ensuite le projet. Exactement. Et donc tout ça, c'est le travail et l'action. Le travail et l'action, et si vous voulez que j'aille jusqu'au bout, ça ne suffit toujours pas en fait. Ah, bah, va jusqu'au bout. Alors va donc. Il y a aussi un état d'esprit, c'est que dans tout ce travail, tu testes énormément de choses qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est la capacité à rebondir, à transformer, et quand le doute s'installe, parce que le doute s'installe, parce que bien entendu, ça fonctionne du premier coup, c'est ne jamais remettre ton rêve en question, jamais remettre ton rêve en doute. Ce qu'il faut que tu mettes en doute, c'est la façon dont tu parcours le chemin. Le rêve, il peut être bon et réalisable. Si tu as posé les choses clairement et que ce rêve est réalisable, d'accord? Si tu n'y arrives pas, c'est pas le rêve qui est mauvais, c'est le chemin que tu es en train d'emprunter. Et donc, c'est d'arriver à te détacher de ça, à faire preuve d'humilité et te dire, OK, mon rêve, il est toujours le bon, tu te trompes de route. Et c'est oser choisir une autre route pour y arriver. Et en fait, la route, elle est sinueuse. Elle n'est jamais droite. Et parfois, il faut faire demi-tour. Et parfois, il faut bifurquer. Et parfois, il faut, voilà, et parfois, il faut revenir plusieurs fois sur tes pas. Tester des choses et voyez ça comme un apprentissage. Et moi, dans mon état d'esprit, c'était, je passe beaucoup de temps, t'imagines, je passe beaucoup de temps à faire des bides. Je passais plus de temps à faire des bides que des succès. Mais il y avait bien une certitude qui était en moi, c'est que à force de travailler et d'essayer différemment, j'étais convaincu que un jour, ça allait exploser. C'était une conviction. Ça peut pas être possible autrement. J'essaye tellement de choses. Le piège que les gens font, c'est de faire tout le temps la même chose et de répéter les mêmes actions et ils réalisent pas qu'ils auront toujours le même résultat. Ça, c'est une notion que j'ai compris depuis très, très longtemps. Et donc, c'est autorisez-vous à changer des paramètres de vos erreurs. Donc, ne mettez pas votre rêve en doute, mettez le chemin que vous parcourez en doute. Donc, c'est ça aussi que je voulais dire, c'est être en capacité de s'autoriser à se tromper et de se dire qu'il y a des solutions et comment tu peux faire autrement. Et teste. Tu vas sur ma chaîne YouTube et parce que ma chaîne YouTube, elle existe depuis 2008. Donc, ça fait 12 ans que j'ai ma chaîne YouTube quand même. Et mes premières vidéos sont encore dessus. En fait, il y en a même d'autres sur Dailymotion. Et je les ai laissées en ligne parce que j'ai conscience que ce que je fais inspire pas mal de gens et je les ai laissés pour qu'ils voient qu'il y a 12 ans, c'était pas comme c'est aujourd'hui. Et que j'ai testé plein de formats.
si tu scrolles jusqu'en bas de ma chaîne YouTube, il y a des formats complètement différents. Et c'est savoir aussi laisser ça. Quand ça marche pas, alors il y a un juste dosage entre la persévérance qui te mène au résultat et l'acharnement qui te mène à rien du tout. Et à un moment donné, c'est savoir dire, OK, à quel moment il faut savoir s'arrêter et passer à autre chose. Et c'est un petit peu c'est pas évident. Ah non, c'est pas évident. Mais c'est un petit peu l'histoire de ma chaîne YouTube. Tu vas voir qu'il y a plusieurs formats différents, des émissions différentes, parce que j'ai toujours plein d'idées. Et en général, tu as 6, 7, 8, 10 numéros d'un format. Et puis je passe à un autre format. Parce qu'au bout de 10 numéros, si tu vois qu'il n'y a rien qui se passe, ben, tu changes de format. Et donc, c'est oser se remettre en question sans avoir honte et sans se sentir comme une merde. Tu vois? Ouais. Et alors, tu vois, on avait prévu une question pour toi, mais qui sera, avec tout ce que tu viens de partager, peut-être difficile à répondre parce qu'on comprend un peu aussi ton état d'esprit et ta logique. La question était la suivante. Parmi tout ton parcours, quelle a été peut-être la plus grosse erreur ou les plus grosses erreurs ou le plus gros apprentissage d'un échec que tu as envie de partager aujourd'hui et qui fait que justement, alors peut-être rapproché à l'équilibre vie perso, vie pro ou ce qui te vient en tête, mais qui est peut-être compliqué parce qu'on a compris que toi, tu étais dans un cycle finalement d'amélioration continue, c'est comme ça que je le dis, où sans cesse, bah, tu n'as pas peur de l'échec, tu n'as pas peur de faire des erreurs et au contraire, tu réajustes sans cesse. Mais est-ce que pour autant, il y a quelque chose de marquant aujourd'hui où tu te dis, ça a été un vrai virage, un vrai apprentissage pour moi parce que je l'ai commis et aujourd'hui, c'est encore marquant dans ma tête. Alors, j'en ai plein des erreurs, parce que tu l'as très bien dit, tu l'as dit toi-même. J'ai un rapport très décomplexé face à l'échec. Donc déjà, ça aide. Décomplexez-vous de l'échec, en fait. Ça fait partie du chemin. Et voyez ça comme un ami. Voilà. Pas toujours bienveillant, mais un ami quand même. C'est toi qui t'amènes la bienveillance. Donc les échecs sont parfois des grandes tapes dans ta gueule. Oui, alors j'ai envie de dire, je vais te répondre en deux temps. En premier temps, des grands échecs, ce sont des moments où tu penses toucher du bout du doigt à un succès. Tu sais, quand j'ai fait ma première conférence, comme tu l'as dit tout à l'heure à Biarritz, tu fais une première conf que tu fais à l'artisanal, c'est-à-dire avec des affiches A4 que tu vas mettre dans tout, placarder dans toutes les boulangeries et les pharmacies. Tu sais comment on faisait dans le vieux temps, hein. Si t'es jeune et que tu connais pas ça, mon vieux, ben t'as raté toute une époque. Il fut un temps où tout ne se faisait pas numériquement, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Tu frappais à la porte du boulanger, tu demandais s'il pouvait mettre cette affiche sur leur. C'est vrai. Et donc, fort de ce succès, bien entendu, tu célèbres et tu commences à prendre le melon. Mais c'est pas le melon, mais tu te dis, putain, c'est bon, je vais y arriver, c'est génial. Si je l'ai fait une fois, je peux le refaire 10 fois. Ah ben non, ben non. Je l'ai fait une fois et puis 10 fois, ça a merdé après, tu vois. Donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, je pris d'élan et d'un enthousiasme sans nom. Je mets de mes propres deniers, j'investis dans des salles que je loue et dans des salles qui sont vides. Donc tu te fais une petite tournée, tu te fais un kiff, je vais faire pareil, je vais reproduire ça à Toulouse, à Montpellier, à Marseille, et donc tu loues des salles. Alors tu crois tellement en ton projet que j'investis dans un micro, dans un haut-parleur, dans un vidéoprojecteur. Je dis ben voilà, comme ça j'ai mes propres affaires. Donc tu investis, donc tu te déplaces avec ton merdier, tu installes tout, tu es content, et puis il y a personne qui vient. Voilà. Donc, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer quand tu signes le chèque à la caisse. Hein, tu vois là, tu payes une salle vide, tu en payes 2, tu payes 3 salles vides, tu payes 4 salles vides. Ça commence à piquer. Entre-temps, Internet arrive, donc il y a la digitalisation de certaines choses qui se passent. Et j'ai envie de te dire, les succès, ça vient aussi parfois, pas spécialement de ce qu'on fait, mais de qui on rencontre. Oui. Et j'ai rencontré une quantité de gens extraordinaires sur ma voie qui parfois on fait des rencontres de gens que tu vois et que tu ne rencontres plus jamais après, mais qui ont dit ou fait une chose qui a transformé quelque chose. Et sur ce chemin de conférencier, et je suis toujours ému quand j'en parle parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit la bonne chose ou tendu une main qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Par exemple, je faisais des vidéos
Et d'ailleurs, tous ces gens-là sont encore des amis dans ma vie. Je faisais des vidéos et un jour, je reçois un email signé Raphaël Ricci. Vous savez, Raphaël Ricci, si vous avez à l'époque vu la Star Academy, Raphaël Ricci, c'est la blonde avec ses frisettes, un petit peu le coach à la dure, voilà, qui en mettait plein la gueule sur les élèves, un personnage en soi, un vrai personnage. Et je reçois un email dans lequel elle me félicite pour la qualité de mes vidéos. Et alors, je te parle des vidéos d'il y a 11 ans, hein, donc, voilà ce que ça valait à l'époque. Hein. Et qu'elle me demande, parce qu'elles sont tellement bien faites, le contenu est tellement beau, qu'elle me demande si elle peut les partager sur ses propres réseaux. Tu vois Raphaël Ricci, tu te demandes si c'est pas un homonyme, parce que bon, donc je renvoie un email, et l'email, je ne réponds même pas à sa question, c'était juste, êtes-vous la Raphaël Ricci de la télévision? Et donc, oui, c'est bien moi. Et là, tu te dis, oh putain, parce qu'à l'époque, la Starac, c'était encore la télé, quoi. Donc, c'est une femme qu'on voyait à la télé tous les jours. Et tu dis, oh putain, je suis repéré. Ça y est, je suis le roi du monde. Je suis repéré. Et donc, tu t'emballes. Et bien sûr que je lui dis oui. Et donc, elle m'a apporté une visibilité incroyable. Et donc, ça encourage. Tu dis, punaise, quelqu'un du métier des médias qui me dit que ce que je fais est bon, à un moment où tu doutes le plus, ça te booste. Ça te booste, mais de façon incroyable. Et ça t'encourage et tu te dis, je continue. C'est tout simple, tu vois. Et je ne l'ai jamais rencontrée après, cette femme. Jamais. Je lui ai envoyé un message il y a 1 an pour lui dire où j'étais. Parce qu'après, on ne s'est plus jamais parlé, en fait. Et pour juste la remercier pour ce qu'elle avait fait. Et en fait, très humblement, elle a fait, ah ben, si au moins j'ai pu vous aider, ça me fait plaisir. Mais visiblement, elle se souvenait de moi, apparemment. Bref. Donc, je rencontre. Plusieurs semaines plus tard, dans la même période, ça s'est vraiment cumulé. Pareil, toujours dans les moments de doute, parce que quand tu fais beaucoup de choses et qu'il n'y a pas de résultat, on a plutôt tendance à être découragé. Je reçois un message sur Facebook à l'époque. Bonjour Monsieur Poulart, j'aime beaucoup ce que vous faites. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous lisez un prompteur? Et là, tu te dis, c'est quoi la question la plus improbable du monde? Et donc, j'ai une habitude, ça c'est vraiment une habitude de conférencier et puis même une habitude personnelle. Quand je vois un nom, je googlise sur Google et je googlise le nom de Richard Joffo et là, je tombe à la renverse. C'est un réalisateur de la télévision, c'est le fondateur de l'Académie audiovisuelle, c'est lui qui a créé les mini-stars. Vous vous souvenez, dans les années 80, les mini-stars chantent autour de la terre, dansent, dansent. C'est lui qui a créé ce groupe-là, c'est lui qui a écrit les chansons, c'était le manager Donc, c'est quelqu'un qui, dans les médias, à sa place, ça fait 40 ans qu'il travaille dans la télé. Et donc, je vois ça, je me dis, mec, fais gaffe à ce que tu lui réponds. Tu vois? Et je lui réponds honnêtement, oui, je lis un prompteur. Mais avec une petite goutte de sueur, je me dis, punaise, c'est un producteur télé, quoi, tu vois? Et il me répond dans la foulée, bravo, ça se voit pas. Et là, tu dis, pourquoi il me le demande alors? Et en fait, en professionnel, il avait vu que mon discours était tellement bien construit, que mon phrasé était tellement beau, qu'il s'est dit que ça devait être écrit. Donc, c'est le pro qui a décelé des choses, mais même sans. En fait, c'était une curiosité. Et donc, j'ai pris ça comme un super compliment. Quelqu'un qui te dit, je ne vois pas, tu te dis, punaise, c'est bon. Et depuis ce jour-là, on est toujours amis. D'ailleurs, hier, on s'est téléphoné. Richard Joffo et moi, on est super amis. Il m'a donné des premiers conseils, comment regarder la caméra. Et donc, il m'a donné des petits conseils, comment mieux me filmer, comment me cadrer. J'ai trouvé ça exceptionnel. Et là, tu te dis, punaise, encore quelqu'un des médias. Et quelques semaines plus tard, je rencontre à nouveau, grâce à mes publications, une autre personnalité des médias, qui est Kenza Brega, qui était candidate au Loft. Si vous vous souvenez du Loft. Oui. Ah, yes. Kenza, oui, on la connaît, Kenza. La première participante de cette émission. Et à l'époque, elle faisait une émission de radio sur Sud Radio. Et charmée par ce que je fais, elle m'invite à la radio. Et je fais ma première émission radio. Et là, tu te dis, mais je suis le roi du pétrole. Mais ce sont des choses qui t'encouragent. Mais attention, je n'en vis toujours pas. C'est ça le truc. Et c'est ça qui devient frustrant, c'est que tu as la reconnaissance des gens qui te disent, qui t'encouragent, et c'est super important, mais je n'en vis toujours pas. Donc, fort de tout ça,
je me dis, entre-temps, donc, les réseaux sociaux de la billetterie en ligne existaient. Enfin, non pas la billetterie en ligne, ça n'existait pas encore. Excuse-moi, ça n'existait pas encore, mais il y avait déjà Facebook, etc. Je loue une salle à Paris et je me dis, je vais faire un carton. Je fais une conférence à Paris, comme j'ai fait à Biarritz, avec maintenant des amis dans les médias. Je vais faire un carton. Et je les invite tous, et tous me disent qu'ils vont venir. Et je me dis, punaise, je suis le roi du monde. Ils vont venir chez moi. Je vais avoir Raphaël Ricci, Kenza Briga, Richard Joffo dans la salle. Pop, 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 pop. Et donc, je loue une salle de 300 personnes qui coûte plusieurs milliers d'euros, mais je suis prêt à le faire. Je suis prêt à prendre le risque, tu vois. J'y vais. J'y vais avec un assistant. Donc, j'embauche un jeune apprenti à qui j'apprends l'installation de l'ordinateur, etc. Et fort des promesses de gens qui me disent qu'ils vont venir, je suis convaincu que je remplis la salle. J'arrive à Paris, j'installe la salle, je vois la salle, je rêve, je me fais plaisir, c'est une vraie scène avec des chaises de théâtre. Je me fais moi-même déjà un super kiff. Je m'imagine la salle pleine et arrive 10 minutes avant l'heure, pas un Pékin. Donc tu commences à paniquer, tu commences à envoyer des textos à Kenza, à Richard Joffo, à Raphaël Ricci, personne ne te répond. Voilà, tu te dis, bon, c'est Paris, c'est pas grave. Arrive une femme, arrive deux femmes, arrive trois femmes, tu te dis, ok, c'est bon, ils arrivent. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Il se passe plus rien. Tu te retrouves devant une salle de 300 personnes et tu as juste trois femmes qui se pointent. Et là, j'étais dans les coulisses, j'ai pleuré. J'ai pleuré, mais bien. Dignement, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me sentais mal. Et donc, j'essuie mes larmes. Je vais dans la salle, je m'assois sur le bord de la scène. Je regarde ces trois femmes qui étaient toutes les trois, qui ne se connaissaient pas, toutes les trois là, au deuxième rang. Je les regarde et je leur dis, bon, ben voilà, quoi. Je suis désolé, la salle est vide. Et donc, je leur dis, écoutez, je peux vous rembourser ou je vous fais la conf. Et dans mon cœur, j'aurais préféré qu'elle me demande de rembourser. Parce que j'étais tellement mal que j'avais envie de pleurer. Et donc, elles se regardent toutes les trois alors qu'elles ne se connaissent pas. Et en chœur, elles me répondent, bah, faites-la nous, on est là. On est venu pour ça, donc faites-nous votre conf. Et là, tu te dis, oh non, putain. Non, pas ça. Et je les regarde et je dis, mais vous êtes curieuse. Et elles me font, ah oui. On est venu pour ça, donc faites-nous votre conf. Et là, j'ai reçu une énorme leçon d'état d'esprit et d'attitude et de gratitude. Je vais dans les coulisses, je repleure un bon coup et je me dis, j'y vais. Et j'y vais, je commence ma conf et la seule chose que je vois, c'est une salle vide. Et dans ma tête, c'est, t'es qu'une merde. T'as vu? Voilà, maintenant arrête tes conneries, reviens sur terre, tu vas pas y arriver, c'est de la merde ce que tu es en train de faire. Et je commence ma conf comme ça en me faisant ce dialogue interne. Et en plus, tu vois la salle vide et tu dis, regarde, et en plus, cette salle, elle te coûte 5000 balles. Voilà. Donc, tu es là, tu es une merde, et en plus, ça te coûte 5000 balles. Et donc, t'imagines dans quelle énergie je commence ma conf, quoi. Et donc, ça a duré plusieurs minutes, combien de temps, j'en sais rien. Et à un moment donné, je regarde ces trois femmes, et je les regarde pour de vrai. Je les regarde vraiment dans les yeux, pour avoir un vrai contact visuel avec elles. Et je vois de la bienveillance dans leurs trois paires d'yeux. Je vois de la vraie bienveillance. Et à un moment donné, il y a ce passé et ce passif de comédien qui a fait du théâtre, c'est l'expression de show must go on. Et donc, the show must go on, ok. Et puis, une autre notion qui pour moi fait partie de mes valeurs, par respect pour ces femmes qui ont payé leur entrée, donne tout, comme si la salle était pleine. Et ça, c'est probablement la plus belle réflexion. Et j'en ai toujours la chair de poule quand j'en parle, parce que la puissance du mental fait toute la différence. Nous aussi. Nous aussi, Michel. Nous aussi. Tu arrives à nous transmettre cette. Mais parce qu'on on était là, on était était dans la salle. Ouais. La puissance du mental, c'est fais tout par respect pour ces trois-là. Fais comme si la salle était pleine, et tant pis si ça paraît fou ou schizophrène. Et d'un instant à l'autre, je me suis doté d'une énergie, mais alors j'étais devenu fou. Hein. La salle est pleine. Hein. Et je prends une autre énergie et je commence, je parle plus fort et j'y crois.
Et j'y crois. Et je fais ma conf qui à l'époque durait 2 heures. Je fais ma conf de 2 heures et toutes les 3 me font une standing ovation. Et moi, je n'ai vu qu'elles 3. Et bon, après, bien entendu, la réalité revient très vite. C'est que dans ma voiture, j'étais en voiture pendant 700 bornes, donc pendant 7 heures, j'étais qu'une merde. Hein. Voilà, j'étais qu'une merde. Voilà. Ah bah oui, t'es qu'une merde. Voilà, en plus, tu vas te faire engueuler par ta femme. Ça aussi, c'était une réalité. Donc voilà, j'ai dû passer par ça. Et pour ensuite avoir à nouveau une nouvelle rencontre que tu as citée dans ton introduction, c'est que je découvre l'univers de Philippe Gabillier sur Internet et je découvre en lui enfin un conférencier francophone qui parle bien, parce que c'est pas évident d'avoir un francophone qui parle bien, en tout cas un français, puisque francophone, il y en a au Canada. Parce que pour moi, les Français, non, pour moi, c'est une réalité. En France, on n'apprend pas à parler en public. Donc, les Français sont souvent très chiants quand ils parlent en public. Ça va mieux maintenant parce que la prise de parole en public commence à s'épanouir en ce moment, mais c'était pas le cas à l'époque. Et donc, je vois Philippe Gabillier, j'admire cet homme, j'admire ce qu'il fait, je trouve ça bien fait. Il y a une théâtralité dans ce qu'il fait, j'achète ses bouquins et ça devient un mentor pour moi. Et un jour, effectivement, je vois qu'il passe à La Rochelle. Bon, Biarritz-La Rochelle, c'est 4 heures de route. Je monte dans ma voiture, je vais dans cette conf. J'adore sa conf. Je trouve ses PowerPoint nuls à chier, mais j'adore sa conf. Petit message. Après, c'est un académicien, donc voilà. Mais il y a de l'humour, il y a du contenu, et ça a du sens, c'est utile. Et c'est là où vraiment ma carrière a basculé, ma carrière professionnelle a basculé. Ce jour-là, tout a basculé grâce à une rencontre. Donc, après sa conférence, comme beaucoup de gens qui écrivent des livres, il a fait une séance de dédicace. Et donc, j'avais une décision, c'est que moi, dans mon esprit, je voulais juste te voir en conférence, puis rentrer. Puis je me dis, bon, c'est un peu con de rentrer, tu vas quand même le saluer, c'est quand même ton mentor, tu vas le saluer. Donc, je me mets dans une file où les gens sont tous là avec un bouquin dans la main, et moi, j'étais juste les 2 mains dans la poche. En fait, j'avais pas de bouquin dans la main, je voulais juste le saluer, tu vois. Et j'avance, j'arrive, et en arrivant, j'ai pas de bouquin. Il me regarde et je fais bonjour, je m'appelle Michel Poulard, je voulais vous dire merci et bonjour, mais tu sais, très humblement, tu sais, comme quelqu'un qui regarde un mentor. Et puis, il dépose son stylo, il me regarde droit dans les yeux, il me pointe du doigt, il me fait il me tutoie direct, parce qu'il est comme ça, Philippe, il tutoie direct, et il me fait c'est toi, Michel Poulard? Et là, tu te dis. Et là, mais vraiment, hein, j'ai regardé derrière, il y a les caméras cachées. C'est un piège. Il y a un truc, c'est pas possible. Et je fais, pardon? Il me fait, oui, c'est toi, Michel Poulard, qui fait source-d'optimisme.com? Là, tu dis, oui. Et là, il sort, c'est génial ce que tu fais. Et donc, sans savoir, mon mentor savait qui j'étais. Donc, preuve aussi que tout le contenu que j'avais créé avait quand même porté ses fruits. Donc, ça aussi, c'est important. J'ai fait énormément de contenu et il m'avait repéré. Et là, il me sort un truc surréaliste. Il me dit, tu sais que je parle de toi dans mon nouveau bouquin. Il a pardon. J'étais juste venu lui dire bonjour. Et je ne savais même pas qu'il avait un nouveau bouquin. Il le sort de sa pile, il me le donne, il fait tiens, je te le dédicace. Et il me montre qu'il parle de moi dans son bouquin où il cite mon blog et il dit aux gens d'aller voir mon blog. Et là, tu te dis, non, c'est pas possible. Et il me demande de m'asseoir à côté de lui. Il me propose de dîner avec lui le soir. Bien sûr qu'on y va. Et ce soir-là, il me révèle. Donc, il a vu mes conférences par vidéo. Il me trouve génial. Il me donne des astuces. Et surtout, il me donne des clés qui me permettent d'entrer dans le monde de la conférence professionnelle en entreprise. Parce qu'il faut aller chercher l'argent là où il est. Alors que je me suis concentré trop d'années sur le monde du développement personnel où personne ne va dépenser 10 balles pour venir te voir. Et c'est là où il me raconte ce que vaut un conférencier professionnel. Et là, la première fois de ma vie, j'entends ce que ça vaut. Et il s'engage à me proposer une conférence là où il ne peut pas l'honorer. Il a tenu son engagement. Il m'a apporté ma première conférence. Non, j'en avais déjà fait 2 autres avant. Il m'a apporté ma première vraie conférence rémunérée en entreprise. Et ça a été le début de mon démarrage. Donc, un parcours, effectivement, où des rencontres, Absolument. du travail en toile de fond, et qui de la persévérance et du travail.
Et c'est important ce que tu dis parce qu'effectivement, on partageait aussi un peu en off avant, hein, pour être complètement transparent. Souvent, on a aussi cette impression de travailler, de faire des choses, mais qui ne payent pas. D'avoir ces rencontres, d'avoir de temps en temps une reconnaissance, quelle qu'elle soit, c'est un message, tu me le dis, c'est une rencontre. Ça permet de rester dans la dynamique et surtout de toujours rester aussi focalisé sur mon rêve. C'est mon rêve. J'ai regardé si c'était réalisable et je continue, même si je suis dans une traversée du désert. Donc ça, c'est chouette. Merci Michel. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, c'est un appel, c'est une mission personnelle. J'ai envie d'être celui que j'aurais aimé rencontrer moi-même sur mon chemin. Ouais. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'encourage moi-même beaucoup de gens. Et quand je vois des gens faire des belles choses, je leur envoie spontanément des messages pour les féliciter. Et en fait, je renvoie la balle de ce que moi-même j'ai reçu. Je trouve ça important. Et c'est ce que j'ai fait avec vous aussi. Et j'adore ce que vous faites et je vous l'ai dit et je le pense sincèrement. Et d'ailleurs, je le dis solennellement là dans cette émission, je vous aime. Vous êtes vraiment super. C'est génial ce que vous faites. Et à mon tour, j'ai envie d'être celui qui peut être le pied à l'étrier des autres. Et tu l'es déjà, puisque moi, tu es mon mentor sans le savoir. Hein, tu fais partie de ces personnes qui m'inspirent depuis très longtemps. La première fois que je suis venue à la FCP, tu sais, à la FCP, quand tu viens pour la première fois, tu dois te présenter. J'étais assise à 2 chaises de toi. Je me suis levée, je me suis présentée et j'ai dû dire que j'essayais de devenir conférencière. Je ne sais plus comment j'ai tourné ma phrase. Je me suis rassise, là, tu t'es penchée vers moi et tu as dit non, tu es conférencière. J'ai dit ça? D'accord. Oui, tu m'as dit ça. Voilà, en tout cas, le message, c'est arrête d'essayer. T'as pas fini de l'entendre, celle-là. Non, mais c'est vrai que moi, ça m'a touché, c'est le message, c'était arrête d'essayer. Arrête que tu essayes. Tu es. Et tu sais, maintenant, je me souviens. Maintenant que tu dis ça, je me souviens que j'ai dit ça. Oui, effectivement. Parce que je l'avais oublié, en fait. Ouais. Oui, je sais, ça. Ah, je le sais. On s'est rencontrés plusieurs fois et même le jour de mon anniversaire, la dernière fois qu'on s'est croisés à la FCP, le jour de mon anniversaire, tu ne t'en souviens même pas. Donc, bon, c'est pas grave. Il y a un problème de connexion, je vous entends plus. Ça brouille un peu, hein, c'est vrai, ça brouille un peu, là. J'ai adoré. En fait, on avait une autre question, mais moi, je me dis qu'on a déjà eu tellement de choses. Ouais. Tu nous as tellement apporté, une fois de plus, je dirais. Mais n'hésitez pas si vous voulez poser une question. Michel, on a une question fil rouge qui nous tient à cœur et qui est aussi pour nous une façon de remercier nos hôtes d'avoir accepté l'interview. La question est la suivante. Alors, elle est souvent orientée. On sait que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour les gens, beaucoup d'amour pour notamment ton fils, pour ta famille, pour les personnes qui te sont chères. Pour tes parents dont tu parles régulièrement. Voilà. La question signature, c'est la suivante. On demande à notre hôte de nous raconter quelle a été la plus belle aventure, le plus beau souvenir. Or, souvent, c'est vécu en famille. Alors, j'en ai beaucoup. Beaucoup. Mais je vais prendre un souvenir très récent que tout le monde peut voir sur ma chaîne YouTube parce que je l'ai filmé. C'est d'avoir offert à mon papa un voyage aux États-Unis et d'avoir réalisé un rêve de gosse. Et ça me meut toujours d'en parler parce que j'ai demandé à mon papa s'il voulait m'accompagner aux États-Unis. Tous les ans, je vais aux États-Unis pour assister à la convention de la National Speaker Association. Et tous les ans, je prends quelqu'un avec moi. Voilà, tous les ans, j'aime bien prendre quelqu'un avec moi. Et j'avais demandé à mon père, en lui posant la question, papa, si je t'emmène aux États-Unis, quels sont les endroits que tu aimerais vraiment voir? À savoir qu'on va au Texas, à Dallas. Maintenant, ceci dit, papa, ne te limite pas, je suis assez fou, donc dis-moi ce que tu veux faire. Et donc, il commence à réfléchir, il lève les yeux un petit peu au plafond, il me fait « Oh, j'aimerais aller à New York. » Ok, New York, Dallas, ça va. Il me fait « Oh, j'aimerais aller en Louisiane. » Alors, oui, alors New York, Dallas, d'accord, Louisiane. Oui, pourquoi pas? Ok, donc jusque-là, je le laisse parler. Et puis il fait, oh, et puis il y a la route 66. Et là, je me fais la géographie du truc. Et donc, en une fraction de seconde, j'imagine une trajectoire improbable. Eh bien, j'ai réussi à lui faire ce cadeau.
j'ai réussi à lui faire ce cadeau, c'est qu'on est parti 2 semaines et demie en road trip père-fils, où on a passé 2 semaines et demie absolument fabuleuses, comme 2 gosses. En fait, lui et moi, on avait tous les deux 15 ans. C'est ça qui est génial. On avait tous les deux 15 ans, donc on déconne tout le long. C'est ça qui est vraiment sensationnel avec mon père. Il a maintenant 70 ans, mais il a une tête d'un gamin de 15 ans. Et en fait, on a fait escale à New c'est York. de là que ça te vient alors de garder cet esprit d'enfant encore aujourd'hui. Bien sûr, bien entendu. Bien entendu. Donc, on a fait escale à New York. On est resté 3 jours à New York. On a pris un vol intérieur pour aller à Dallas. Ensuite, j'ai loué une Ford Mustang cabriolet. En Ford Mustang, on est parti de Ford Mustang, on est parti en Louisiane. Et en partant en Louisiane, on se fait un arrêt à l'usine Tabasco. Tu sais, la sauce Tabasco. Donc, on visite l'usine Tabasco. Donc, du coup, on a un ancrage, lui et moi, c'est quand on voit la petite bouteille Tabasco, à chaque fois, on se dit, nous, on a vu cette usine, on sait d'où ça vient, et ça crée quelque chose, un lien. C'est génial. Et en fait, c'est une usine familiale très petite. On dirait que c'est tout petit encore, et ils arrivent à distribuer au monde entier. Et on part en Nouvelle-Orléans. Il a réalisé un vrai rêve de gosse, c'est de mettre ses pieds dans le Mississippi. Et donc, moi, mon intention, je me suis dit, j'invite mon père et je veux que tous les jours, il ait des étoiles dans les yeux. Eh ben, j'ai réussi à lui mettre des étoiles dans les yeux. On a été à Manhattan, je lui ai offert un tour en hélicoptère. Il n'avait jamais vu un hélicoptère de sa vie. On a fait un tour d'hélicoptère à Manhattan, regardez les vidéos, il est comme un gosse. Et ensuite, on est monté vers le nord. On a chopé, alors on n'a pas fait toute la route 66, mais on a fait une grosse portion de la route 66 en Ford Mustang. Et on est passé par Memphis, on a été voir la maison d'Elvis. Enfin, on a vu des trucs extraordinaires. Et on a fait un voyage extraordinaire. Donc, ça, alors parmi tous les merveilleux souvenirs que j'ai de famille, c'est le plus récent et probablement l'un des plus forts, et c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est de pouvoir vivre comme ça un moment père-fils ou mère-fille privilégié, où tu peux aussi te permettre financièrement, parce que ça aussi, c'est une réalité, hein, il faut pouvoir se le permettre. Heureusement, je le peux, et c'est ça aussi, c'est une énergie, hein, l'argent, c'est aussi une belle énergie, et ça, c'est un merveilleux souvenir. Voilà. Où on sait… Alors, tu disais que voilà, chaque jour, ton papa avait des étoiles dans les yeux. Nous, on voit les étoiles quand tu le racontes. Et puis on les je ne sais pas si tu vois nos étoiles quand tu le racontes. Et forcément, tu n'as pas vu les étoiles que l'on avait parce que nous, les vidéos dont tu parles, on l'a suivi en direct. Et oui. Ah oui, non, mais quand on dit que tu es un mentor, voilà, on te suit depuis plusieurs années maintenant. Donc, effectivement, on a suivi ce vlog et c'était juste merveilleux parce qu'on a ri. Il y a de l'humour, il y a de l'émotion, mais effectivement, ça transpire à travers la relation que vous entretenez, mais aussi à travers les aventures que vous avez réalisées. Tout l'amour transpire, toute la bonne humeur, la joie de vivre et ce côté optimisme aussi. Et tout pour ces raisons-là, on invite tout le monde vraiment à aller faire cette bouffée d'oxygène, bouffée de bonheur à visionner ces vidéos. D'ailleurs, ça sera peut-être, et avant de te donner le mot de la fin, ça sera aussi, nous, l'occasion d'inviter toutes les personnes à te retrouver. Alors, on te retrouve sur une chaîne YouTube, on te retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, on te retrouve sur le blog également. Alors, on mettra tous les liens. Hein, on retrouvera. Il y a l'actualité. On retrouvera. On retrouvera tous les liens en dessous de la vidéo. Il y a l'actualité qui vient de se terminer. Non, il y a l'actualité, il y a le Talk Show qui se poursuit sous un format un peu différent et on se voit très bientôt. Du coup. Ton site professionnel, là aussi, on peut retrouver toutes tes coordonnées pour faire appel à toi pour les conférences. Absolument. Et effectivement, donc on mettra tous ces liens en dessous de la vidéo. Et on a envie, hein, si tu le souhaites, un peu à ta sauce, de te donner le mot de la fin pour cette magnifique interview. Merci, voilà. Yes, on a réussi. On a réussi à couper la chic à un conférencier. Yes. D'habitude, c'est moi qui pose cette question. On fait moi le malin là. Hein. C'est moins drôle, hein. Le mot de la fin, elle ira autant pour vous en tant que couple et entrepreneur, mais aussi à tous ceux qui nous regardent. C'est développe la vision que tu te fais de ce que tu veux réaliser
et fais-le pour éviter d'avoir des regrets. Vraiment, parce qu'il n'y a rien de pire dans une vie que de terminer une vie et de se dire « Ah, si j'avais su, j'aurais fait » et c'est trop tard. C'est fait. Et j'aime bien dire, non pas en te disant fais comme si c'était le dernier jour, mais fais comme si c'était le premier jour. Parce que le premier jour est un jour d'émerveillement et si tu es émerveillé, tu as la bonne énergie pour faire. Donc fais comme si c'était un premier jour, le premier jour de ton succès, sans te décourager. Fonce, rencontre des gens et ne te remets pas en question, remets en question la route. Voilà. Magique. Que dire? Merci, monsieur Michel Poulard, CSP. Michel, c'est à chaque fois un plaisir. On a été honorés de pouvoir t'accueillir, de pouvoir avoir cette interview avec toi. Toutes les pépites, tout ce partage que tu fais de manière très généreuse, authentique, sincère, c'est systématiquement, en tout cas pour nous, et j'en suis sûr pour tout le monde, un moment exceptionnel et qui nous donne une prise de conscience, qui nous fait réfléchir et qui surtout, voilà, nous fait raisonner en nous sur nos objectifs et sur la ligne droite qu'on se donne à ne jamais perdre et garder en tête qu'effectivement, c'est le chemin qui doit peut-être s'adapter, mais pas le projet. Merci voilà. Michel beaucoup. Voilà. Merci à vous deux les amis. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Ciao.